Il est où? It's not true. I didn't eat. It's bullshit. I did not eat. I did not. Oh, hi, Gilles. Ou Bonjour. bonsoir si vous êtes à table. Bonjour et bienvenue dans Zone Geek, avec une introduction comme ça. Oui, il faut que vous ayez vu The Room, sinon ça vous dira rien du tout. Voilà. Mais voilà. Et donc, mon cher Gilles, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De The Disaster Artist, qui est donc le... Non, on va pas parler de ça. Peut-être un jour on vous en parlera, voilà. mais on l'a pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti ici. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un épisode fusion. C'est-à-dire... Fusion. Bon, là, on finirait certainement trop gros ou trop maigre. Hein. Trop gros, je confirme, on va finir trop gros. Et donc, nous avons deux jeux de rôle qui sont un petit peu nos premiers jeux de rôle. Nous avons aussi deux bières. Deux bières, oui, Tout à bien fait. sûr, voilà. Tout le Qui monde sont te- nos deux Ginettes. Mais vive Ginette. Alors, j'ai encore jamais goûté la Ginette. Non. Comme D'ailleurs, je disais, est-ce que la Ginette jute? probablement que la Ginette, vu la mousse qu'il y a dedans, la Ginette jute. Donc Fais gaffe, prépare-toi. Quoi, je vais devoir avaler? Vas-y. Ouh. Voilà. Non, ça va en fait. Ça va. Sacrée Ginette, elle est surprenante. Je n'ai jamais goûté la Ginette, mais c'est une blonde, natural blonde. Ouais, c'est une bière organique belge. Eh bien, ma foi, elle est très bonne. Qui est très bonne et qui mousse beaucoup. Mhm. Bon, et Oui. donc de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, nos premiers jeux de rôle en tant que maître de jeu, il va certainement y avoir quelques répétitions dans cette émission par rapport à la vidéo la toute première fois. Il va y avoir des précisions. Il y a des détails, des précisions. Mhm. Mais donc, nous allons parler de nos deux premiers Donjons et Dragons. C'est-à-dire, moi, j'ai fait Dark Sun, et toi, tu as fait Ravenloft. Bah, en ce qui me concerne, c'est le premier jeu que j'ai masterisé, pour de vrai, Moi sur aussi. une longue campagne, on va dire. Moi, c'est le premier que j'ai masterisé tout court, en tous les cas, quelle que soit la façon dont on le regarde. Le premier étant Donjons et Dragons, et puis nous avions chacun nos univers de Donjons Moi, et Dragons. j'ai commencé dans Donjons et Dragons Dark Sun, directement. J'ai pas eu de phase Donjons et Dragons générique. Ben moi non plus, en fait, maintenant que j'y pense. Eh ben voilà, c'est fini, vous pouvez rentrer. Non, par lequel qu'on va commencer? Cette phrase était débile. Je sais pas, moi j'allais dire peut-être Dark Sun. Eh bien, va pour Dark Sun. Dark Sun dont nous avons la boîte. Oui. Parce que c'était une belle époque de boîte. Et j'aime beaucoup cette boîte et je voulais la voir. Pour vous sortir un petit peu, il y avait un attirail excellent dans cette boîte de Dark Sun, qui est donc l'un des univers de Donjons et Dragons. Au cas où vous ne le sauriez pas, déjà, regardez, il y a tous des carnets avec des scénarios, des dessins, des trucs comme ça. Le supplément Vallée de Feu et de Cendre quand vous êtes niveau 30 et que vous allez essayer de tuer le dragon de Dark Sun. Dans Voilà. mon souvenir, elle coûtait Très cool. dans les 2500 francs belges. Des cartes évidemment. Ce qui fait plus ou moins les Super 40 sympa. € ou 45 € que coûte une boîte aujourd'hui. Alors, Dark Sun, très Mais- bon univers. Mais qu'est-ce que Dark Sun? Mais qu'est-ce que Dark Sun? C'est l'un des univers de Donjons et Dragons. Donc Donjons et Dragons est très générique. Si vous achetez juste les bouquins de base de Donjons et Dragons, il n'y a pas trop d'univers décrit. Ça reste très vague. C'est fait exprès pour que les maîtres de jeu puissent inventer leur propre univers autour de ça. Mais il y a plusieurs univers. Le plus connu étant Royaumes oubliés, sans Ouais. doute, qu'on n'a jamais fait. Bah, maintenant, tu dirais les royaumes oubliés, je crois que plutôt les gens ils connaissent Pathfinder. Pathfinder, ouais, Ouais. mais c'est un petit peu une variante, c'est un petit peu... c'est pas tout à fait... Enfin oui, voilà. Pathfinder, si on veut. Il y a eu... C'était quoi déjà le truc super épique celui qu'on cherchait, c'était Planescape. Voilà. Il y a Greyhawk, il y a bien entendu Lance Dragon, qui est des super bouquins. Les livres de Lance Dragon, les 2-3 premières trilogies de romans sont vraiment très très chouettes. C'est avec Flint. Avec Flint, et toute tout la ça. joyeuse bande. Et Tanis. Lance Dragon, univers très intéressant qu'on n'a jamais joué. Donc Royaumes oubliés, on l'a dit, Dark Sun, Ravenloft dont on va parler. Et il y en a pas mal d'autres, un petit peu moins connus, Héberon par exemple, d'où viennent entre autres les fameux Forgeliers. Ton personnage, ça vient du jeu de rôle Héberon. Je ne sais plus son nom, j'ai jamais joué à on celui-là. en apprend tous les Et il jours. y en a sur son quelques perso. autres, voilà, on est générique. On reste un petit peu vague à ce niveau-là parce qu'on n'y a pas joué à cela. Et donc Dark Sun, c'était un de ces univers qui est assez spécifique. Déjà, c'est un univers de bourrin. Oui, Parce c'est Mad Max. hein. C'est
C'est un peu Mad Max, C'est ouais. Mad Max dans le désert avec, On peut voir ça. avec des hobbits cannibales. C'est un univers dans un désert de sable et de cendres et de poussière plutôt. Il y a une mer de poussière. C'est un univers extrêmement brutal. Alors déjà, Donjons et Dragons, c'est potentiellement bourrin, mais Dark Sun, c'est d'autant plus bourrin parce que de 1, on vous dit « Oh, il n'y a pas de niveau 1. Vous commencez tous niveau 3. » Ouais. Ça, c'est déjà un truc. Ensuite, ah ben vous trouvez que guerrier c'est pas assez bourrin, bah il y a le gladiateur. Le gladiateur c'est plus bourrin. Ah, vous voulez une race bourrine en plus, il y a le demi-géant. Demi-géant gladiateur, niveau 3 à la création, pas de problème. Ah, vous les multiclassez, toutes les multiclassages sont permis dans Dark Sun. J'ai juste envie de dire, ça fait plaisir. Voilà, vous voulez faire Tu veux commencer niveau 3, tu commences niveau 3, ça fait plaisir. Vous voulez faire un magicien, voleur, gladiateur, niveau 1-1-1, pas de problème, ça c'est Dark Sun. Mais moi, je trouve que c'est cool de pouvoir vraiment mélanger toutes les classes comme tu veux. Les demi-géants, c'est... Ouf. On va parler un peu des races après. Je me souviens qu'il y en avait un dans le groupe, c'était... Voilà. Le concept général, voilà, c'est un univers très rude, dans un désert aride, il n'y a presque pas de végétation, il y a très peu d'eau dans Dark Sun, où il y a une grosse ville centrale, enfin il y a plusieurs villes évidemment, mais il y a une grosse ville centrale tenue par un seigneur sorcier. Qui fait des combats de gladiateurs, et il y a beaucoup d'histoires d'esclaves. Je me demande si dans le scénario de base, les joueurs ne commencent pas esclaves. C'est un truc extrêmement courant dans beaucoup de jeux de rôle. Je pense même qu'on peut presque dire que... Ça vient de Conan. Oui, voilà. Ça vient de Conan. Tu commences esclave, tu finis roi. C'est l'histoire de tous les jeux de rôle. Voilà. Et il y a plusieurs concepts originaux dans Dark Sun. Pour moi, le concept fondamental de Dark Sun, c'est déjà de 1 la magie, parce qu'il faut savoir que la magie est assez rare. La magie du sang. Et la magie des profanateurs. Oui, et je ne sais plus si les autres s'appellent les protecteurs. Je vous rappelle que donc c'est mon premier jeu de rôle, donc c'est il y a plus de 20 ans. C'est il y a plus de 20 ans que j'ai fait ce jeu de rôle là, donc mes souvenirs sont assez épars. Les miens aussi, mais j'ai quelques souvenirs qui me sont revenus. Et donc, quand on crée un magicien, on avait 2 choix. Soit on joue des magiciens qui protègent la vie, mais qui sont un petit peu moins puissants, ou alors on joue des profanateurs, qui donc sont des magiciens un petit peu plus puissants, mais quand ils lancent leur sort, tout ce qui est végétal se tombe en cendres autour d'eux, et l'eau, il me semble aussi que l'eau s'évapore, voilà, comme ça. Donc en gros, les profanateurs, c'est ce qui crée plus de désert. Voilà, exactement. Et comme mon premier personnage. Voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'un des aspects fondamentaux aussi de Dark Sun, c'est le dragon. Ce n'est pas les dragons, c'est le dragon de Dark Sun. C'est-à-dire que dans Dark Sun, il y a une immense rivière de poussière sur laquelle on ne peut pas naviguer, on ne peut rien faire, et il faut savoir que dans un des suppléments, on se rend compte qu'au centre de cette rivière de poussière, dont on peut arriver par des moyens magiques quand on est de très très haut niveau, il y a une cité, et il y a entre autres la demeure du dragon. Et le dragon, c'est, en gros, il a les caractéristiques d'un dieu, plus ou moins, dans Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le groupe niveau 25-30. C'est pas celui que tu vas taper dans ses couilles quand t'es un groupe de 4 persos niveau 5, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc, c'est un personnage qui est décrit vraiment en détail, très intelligent, extrêmement ancien, évidemment, et monstrueusement puissant. Et je me souviens, pour quelques détails des scénarios eux-mêmes, que le scénario de base, le premier scénario, c'était toute une histoire où vous vous retrouviez dans des tunnels avec des fourmis géantes. Ouais. Avec des espèces d'insectes sociaux géants que vous deviez buter. Le premier scénario était très difficile. Et la première mini-campagne qui arrive avec le bouquin, qui est donc dans ces carnets que je trouvais très pratique, se terminait par un gladiateur qui tue le roi sorcier. Et un gladiateur qui lance une lance sur le roi sorcier pendant un combat de gladiateurs où il assiste tel un César, et qui le tue. Et détail, je me souviens quand j'ai lu ça, mais j'ai dit, mais c'est tellement nul. Il nous présente un super univers avec un super méchant, et dans le premier scénario, il le tue. Donc moi j'ai dit que au moment où on arrive à ce moment-là, il ne tue pas le roi sorcier. Et parce que je n'avais pas compris en tant que jeune maître de jeu que c'était intéressant, c'était le conflit politique qui allait amener la mort du roi sorcier, qui avait fait un rituel pour potentiellement devenir un nouveau dragon de Dark Sun.
et qui avait raté et qui s'était fait tuer par un simple gladiateur. C'était intéressant comme concept, et moi, petit con, je n'avais pas compris ça. Bah écoute, c'est comme ça, hein, tu seras ni le premier ni le dernier qui ne capte pas comment il faut faire jouer un scénario, parce que parfois les scénarios sont mal expliqués. Alors, il y avait quelques races très intéressantes. Parce Oui, désolé. que moi je ne dis rien, tu vois. Je sais. Eh ben je vais te voler les trick-reines. Vas-y, Du ok, trick reine. Bah donc en gros, tu vois, quand t'as ton perso de Donjons et Dragons, tu te sens super fort quand il a une arme dans chaque main. Quand il a une arme dans chacune de ses deux mains. Qu'est-ce qui est plus bourrin qu'un personnage qui a une arme dans chacune de ses deux mains? C'est un homme menthe religieuse qui a 4 bras et qui peut avoir une arme dans chaque bras et qui attaque... Tu peux c'était faire combien 4 attaques. 4 attaques, ouais. Voilà. Ça c'était super bon. Mais je ne sais pas s'il y a le quelqu'un trick-reine a joué un gladiateur. trick-reine. Je ne m'en souviens pas particulièrement. Mm. Pourtant, c'est un peu la race que les gens ont préférée. Ils se retrouvent dans beaucoup de... Les trick-reines ou trick-reines, j'ai jamais très bien su comment on disait. Ils se retrouvent dans énormément de bestiaires de toutes les éditions de Donjons et Dragons. Dans mon souvenir, est-ce que Seb / Bonjour, je suis coincé n'a pas joué un trick-reine? Et il a joué un mule. Ah, il a joué un Je me souviens qu'il a joué un mule, et donc le mule, c'était un bâtard. Un hybride. Un hybride. D'humain et de nain. D'humain et de nain, qui était très bourrin aussi, comme toutes Mhm. les races. Et il y avait Hugues qui l'avait fait tellement chier qu'il arrêtait pas de se foutre de sa gueule en disant que c'était un mule. Je crois qu'on a déjà raconté cette histoire, qu'ils ont voulu se battre. Et moi, en tant que jeune maître de jeu, je ne voulais pas qu'ils se battent, parce que pour moi, les joueurs ne pouvaient pas se battre. Donc j'ai dit non, tu peux pas l'attaquer. Et alors il a dit ok, ben, je me suicide avec ma hache. Voilà, et le mule s'est suicidé avec sa propre hache. C'est dire si ça le faisait chier. Moi, je ne sais pas, je vais quand même un petit peu parler hein, aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, je pense que c'est le personnage que j'ai joué. Et moi, j'avais eu un effet, dont nous reparlerons peut-être dans un prochain Histoire au coin du D20, peut-être dans Comment être un bon joueur. Le guide du bon joueur, on fera Le ça guide une du prochaine bon fois. joueur. Et alors, moi, j'avais l'effet, je suis le neveu de Dark Vador. C'est-à-dire que dès que Gilus m'a décrit cet Ah univers oui avec un roi Bien sorcier vu. très puissant, et ce sont les rois sorciers, et les rois sorciers ils ont fait ci, et les rois sorciers ils ont fait ça, et tous les autres étaient des esclaves, eh ben je me suis dit, je vais jouer l'un des bâtards du roi sorcier. C'était pas ton scénario, c'était pas que tu étais un vrai roi sorcier qui était niveau 20-30 et que tu t'es fait Ah, fait maudire C'est et tu étais possible. retombé niveau 3. C'est possible, c'est possible. Et j'avais, mais alors c'était véritablement le mélange. Nous étions jeunes à l'époque, nous étions, j'allais dire innocents, mais c'est pas vrai. Mais donc, en gros, j'avais le côté Dark le Sombre, donc le syndrome Dark le Sombre, à savoir, je suis un super sorcier de la mort qui détruit tout autour de lui. Je crois que t'étais Avec- loyal méchant. Quand En même. plus, Toi, le mauvais. son dragon de la taille d'un chat sur l'épaule, et en plus Exact. l'historique comme quoi je suis... ou alors j'avais peut-être dit que j'étais le maître, le roi sorcier précédent qui avait été maudit Quelque par chose le comme roi ça, sorcier. oui. Et en gros, j'avais fait un personnage complètement trop cool et dément. J'avais juste oublié qu'en gros, il était niveau 3 et qu'il savait rien branler du tout. Mais voilà. Un truc, une des races qui m'a bien fait rire aussi dans Dark Sun, ce sont les hobbits ou les petits gens, qui est une race classique. Mais Ils ici, sont toujours basés sur la gastronomie. voilà, ici le truc c'est que déjà ils n'ont pas des apparences de petits gars rondouillards, ils ont plutôt des apparences d'enfants. En fait, d'ailleurs c'est souvent le cas dans les Donjons et Dragons. On a tendance à les voir plus à la Tolkien, mais donc ils ont vraiment des apparences d'enfants. Moi, ils me font très fort penser aux enfants dans Mad Max 3. Oui, tout à Et fait. ils sont cannibales. Les hobbits sont cannibales dans Dark Sun. Ils sont... Oui, Enfin, cannibales, anthropophages. Disons, mangeurs de race intelligente. Oui. Enfin bref, ils bouffent de tout. Hein, Ouais. Et donc effectivement, quand tu rencontres Bilbon, il faut pas trop l'approcher, sinon il risque de te ronger la gueule, tu vois. Qu'est-ce que... Alors, Le demi-géant qui change d'alignement tous les jours. ah, j'avais oublié ça. Oui, et tous les jours, ils doivent lancer un jet pour voir Ah oui, c'est leur juste. alignement. Ils changent d'alignement. Ouh, j'avais Et oublié. quand t'as un mec dans le groupe qui a la taille d'un éléphant, qui a une force qui est genre dans un univers où même Schwarzenegger a 18 en force, et que le demi-géant il a 21 ou 22, quand il se lève un matin et qu'il se dit je suis chaotique mauvais, ça la fout mal. Ça la fout mal. Ouais. Je crois qu'à un moment il y a eu le demi-géant qui a complètement pété un câble et qui a tué la moitié du groupe. Je me souviens pas.
je dois avouer. C'est peut-être à ce moment-là que tu as arrêté de masteriser parce que Peut-être. tu n'en pouvais plus. Je sais plus dans quelles circonstances j'ai arrêté. Je me souviens d'une anecdote, je me souviens d'un petit bout de scénario. Mhm. Et c'était nouveau une petite expérience de jeune maître de jeu que j'ai été. Où, en gros, quand on choisit... Oui, le chat. Il y a Quand on choisit la classe de son personnage, on est limité d'après sa race. Certaines races ne peuvent pas avoir certaines classes. Et entre autres, les Trikrènes ne pouvaient pas être magiciens. Hmm. Et donc, moi, à l'époque, jeune enfant de 13 ans, quelque chose comme ça, je me suis dit, waouh, je vais leur faire rencontrer un Trikrène magicien. Mhm. Et alors, je me souviens que j'avais préparé toute une scène. Et pour moi, c'était impressionnant parce que c'était quelque chose qui n'existait pas dans les règles. Et j'avais fait toute une scène où vous rencontriez un Trikrène et qui était un profanateur. Et l'un de vous l'avait suivi, je crois que c'était toi, il me semble que c'était toi, je sais plus très bien. L'un de vous l'avait suivi pour. Et j'étais là. Et alors il y a un monstre qui l'attaque. Et tu vois qu'il lance un sort. Et là j'attendais une grosse réaction. Et les gens étaient ah ok, c'est un magicien. Ouais. Mais oui, mais c'est un Trikrène. Il peut pas être magicien. J'ai un vague souvenir de ça. On devait être en train de se dire, mais où sont les chips ou un truc comme Oui, ça. quelque chose comme ça. Non, je t'avoue, ça remonte à tellement longtemps. J'ai pas beaucoup de souvenirs de Dark Suns. À part que mon personnage était un super biclassé, profanateur, voleur. Et j'étais Et en fait, si je peux tergiverser un petit peu, Vas-y. ça me fait me dire que c'est plus tard que je suis arrivé à un point où je me disais, c'est chouette que mon personnage commence dans le caniveau, et ce qui est amusant, c'est sa progression vers le dernier étage du palais. C'est vrai, quand on est jeune, on a envie de directement jouer des personnages très puissants, et c'est parce qu'on parlait des univers de Donjons et Dragons, c'est pas dans Greyhawk que tu joues un noble... Si tu joues un guerrier niveau 1, t'es le prince de ta province. Je ne sais pas. Ça aurait pu être intéressant à l'époque de jouer ça ou de masteriser ça. Quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui est pourtant assez courant pour les jeunes joueurs de Donjons et Dragons, c'est de dire ok, vous commencez directement au niveau 12. Ou quelque chose comme ça. Vraiment, commencer directement à haut niveau. On n'a jamais fait ça. On a toujours fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait l'un de notre groupe qui était maître de jeu. On commençait niveau 1, on montait jusqu'au niveau 4, 5, voire 6. Puis un autre prenait le relais et disant ok, c'est moi qui vais être maître de jeu maintenant. On recommençait dans Donjons et Dragons, niveau 1, et puis on montait jusqu'au niveau 3, 4, et puis un autre disait ah ben c'est moi qui vais être maître de jeu, et puis à chaque fois, et moi je n'ai jamais dépassé le niveau 6 à Donjons et Dragons. C'est vrai. Et à chaque fois, les joueurs disaient mais on n'est jamais puissant, on sait jamais vraiment ce que c'est que d'être puissant. Et ma réaction était toujours de dire mais t'as qu'à masteriser. Et donc, en réalité, comme les magiciens avec 4 points de vie de base, je peux vous dire que moi, j'en ai joué des magiciens avec 4 points de vie. Oh, oui. Et c'était pas facile. Mais Dark Sun, je trouve que c'est un très chouette univers, qu'il y aurait vraiment moyen de faire des très chouettes campagnes dedans, avec le recul, ce que je n'ai pas fait, bien entendu, parce que j'étais nul. Mais tu étais jeune, tu étais inexpérimenté. Et le très chouette bestiaire aussi, parce que beaucoup d'originalité dans ce monde de désert, plein de créatures qui vivent dans le sable. Les psionnistes qui sont partout. Ah oui, c'est je crois que c'est le premier univers qui a déclaré les psionnistes existent. Paf, c'est une classe jouable. Allez-y. C'est a quand même été un grand chamboulement dans le monde de Donjons et Dragons, l'arrivée des psionnistes, des personnages avec des pouvoirs psychiques, qui ont des pouvoirs très puissants, qui font concurrence aux mages, mais qui peuvent quand même porter des armures et se battre un peu de manière bourrine. C'était très bourrin. Les psionnistes ont toujours été trop bourrins dans toutes les éditions. Mais j'ai toujours eu le syndrome de ah putain, t'es plus puissant que les magiciens, c'est pas juste. C'est vrai. Mais c'est vrai que les pionnistes, c'était une arrivée d'une nouvelle classe intéressante. Il y avait entre autres le fait que tu devais jeter à la création de personnage. Tu avais genre 5% de chance de commencer avec un pouvoir psychique inné, quelque chose comme ça. C'était sympa. Et j'ai plus rien à dire sur Dark Sun. À part qu'on jouait des insectes, des lutins cannibales et des géants qui avaient envie de tuer tout le monde. Et des demi-nains. Et des demi-nains, qu'on appelait les mules. Et que Seb, coucou, je suis coincé, s'est suicidé avec sa hache. Oui. Avec sa propre hache. Ça doit quand même pas être facile de se suicider avec sa propre hache. Hein. Il faut vraiment avoir beaucoup de volonté et de détermination à ce moment-là. Tu peux t'ouvrir le ventre. Hein.
Harakiri avec une hache. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit qu'il avait fait. Bon, peu importe. Et donc, on va peut-être passer à la Ravenloft. suite. Heureusement qu'on n'a pas fait une émission juste sur Dark Sun. Bon, ça aurait été court. En fait, Ravenloft, ça aurait été bien à Halloween, mais il est un peu tard, là. Eh bien, Tant ce pis. sera où les ghouls se relèvent de leur tombe pour Noël. Très chouette univers aussi, Ravenloft. Ravenloft, très chouette univers que je crois que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein, Que dire de Ravenloft? Le monde des brumes, le monde gothique, sombre. J'ai toujours Et, adoré le concept des brumes de Ravenloft. Les brumes de Ravenloft. Mais qu'est-ce que Ravenloft? Alors Ravenloft, c'est aussi une boîte, c'est un concept pour les mondes de Donjons et Dragons. Qu'on n'a pas, ici. C'est-à-dire que le grand Lutamat me les a pris, et donc aujourd'hui je n'ai plus les livres de Ravenloft, ce qui est bien triste. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils ont été joués, et donc ils ont servi, et donc je ne regrette rien. Et donc, qu'est-ce que Ravenloft? Alors, c'est un univers de Donjons et Dragons, mais qui s'inspire des films de la Hammer, les vieux films d'horreur avec Dracula, Frankenstein. Universal, peut-être plutôt. Enfin, Ah oui, Universal, plutôt Hammer, les bref, films d'horreur. les vieux films d'horreur. Les vieux films d'horreur. Et alors, comment est-ce que ça se met en place? Ok, c'est vrai que le vampire, c'est Christopher Lee dans la Hammer. Tout à fait. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? En fait, le monde de Ravenloft est un monde bien à part, dans lequel les joueurs peuvent faire toute une carrière, mais c'est-à-dire que Ravenloft est un plan d'existence bien à part. C'est-à-dire que dans le monde, dans Donjons et Dragons, si on regarde toute la mythologie de Donjons et Dragons, il y a des plans d'existence, et chaque monde est un plan d'existence. Et puis donc dans Planescape, il y a des plans pour chaque alignement, on va oui. dire. Et puis, Lance-Dragon, c'est un plan, etc. Et en gros, le monde que toi t'as inventé, mon petit gars, c'est un plan dans Donjons et Dragons. Et Ravenloft, c'est un plan en lui-même, mais c'est un plan étrange, à part, dans lequel on ne peut pas forcément, c'est très difficile d'ouvrir un portail pour y aller, et une fois qu'on est dedans, c'est très très difficile d'en sortir. Et ce sont les brumes de Ravenloft. Les brumes sont le monde de Ravenloft, les brumes sont l'âme de Ravenloft. C'est beau, hein, c'est beau ce que vous dites, cet envolé lyrique. Et en gros, si toi, maître de jeu, un jour, t'as acheté Ravenloft et tu dis « Ouah, putain, ça a l'air cool, j'ai envie de les faire jouer là-dedans », et ben à la fin d'un scénario, un de tes scénarios qui se passe dans le monde de Prupruf le paladin, hein, puisqu'il peut toujours revenir, et ben tu dis à tes aventuriers « Mais vous êtes dans la forêt et puis il y a une brume qui se lève, qui est de plus en plus épaisse, et vous voyez, et vous les faites un peu paniquer. Et en gros, ils vont être téléportés dans Ravenloft. Et là, ils sont dans un autre plan d'existence, où tout n'est que horreur. Un peu comme dans le dessin animé Donjons et Dragons. Oui, tout à fait. Ils sont projetés dans un autre plan. Ils sont projetés dans un autre plan. Et donc, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce que Ravenloft? Ravenloft, c'est Donjons et Dragons, le film d'horreur. C'est ça, c'est-à-dire c'est plutôt... on n'est plus dans le Seigneur des Anneaux, on est véritablement dans des vieux films d'horreur classiques. Et j'avais un truc super chouette à dire, et puis je l'ai oublié du coup. Il y avait de l'alcool fait à partir de baies qui ne poussaient que sur les cadavres de loups-garous. Oui, tout à fait. Bah oui, mais ça c'est juste une... Je me souviens, c'est le grand alcool en fait, là je vais un peu plus rentrer dans le lore de Ravenloft. Ravenloft, personne ne sait exactement ce que c'est, à part peut-être le maître de jeu, mais il semblerait que c'est une espèce de purgatoire pour les pires méchants de tous les autres plans. Et donc, où les êtres particulièrement maléfiques et torturés sont... Les brumes les voient et se disent « eux, ils vont faire un bon seigneur ». Et en gros, Ravenloft est un espèce de continent composé des royaumes de différents méchants, parce que j'allais dire des monstres, mais ils ne sont pas tous des monstres. Il y en a certains qui sont des humains, qui chacun règne sur leur propre petit purgatoire personnel. Et donc c'est comme ça que, par exemple, le plus connu est le vampire Strad von Zarovich. Et il y a d'ailleurs un donjon qui s'appelle la demeure de Strat, que j'ai vu que maintenant il a été adapté pour Pathfinder. Donc bougez-vous le cul, trouvez-le et masterisez-le parce qu'il est excellent. Faut déjà des aventuriers de haut niveau, hein, mais bon. Et, tu ne l'as pas fait faire quand on était niveau 5 ou 6? Je ne vous ai jamais fait jouer la demeure de Strat. Il fallait un groupe
de 5 à 6 personnes de niveau 6-7. Et Ça- vous êtes jamais monté jusque-là? C'est un autre 6-7, c'est pas tant que ça. Sur le moment, Parce que on a rencontré un vampire, c'était pas Strat alors. non, non, non. Ah, ok. Le vampire, c'était dans le festin de Gobelin, c'était un autre vampire. D'accord. Mais, et donc, ce sont toutes des histoires où effectivement, c'est ça qui est génial avec Ravenloft, c'est que c'est Donjons et Dragons, mais en beaucoup plus sombre. Vous en arrivez à pactiser avec des loups-garous, vous faites des missions pour des vampires qui essayent de pervertir les paladins du groupe en jouant sur leur motivation. Oui, il y a toute une histoire en gros, le bouquin te dit, ok, vous êtes un paladin, vous êtes dans la merde. Parce que, de 1, les dieux du bien ne sont pas sur Ravenloft. Mhm. Et de 2, tout le monde vous hait ici. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les paladins ont plus de mal à contacter leur dieu dans les brumes de Ravenloft, et le seigneur, être extrêmement puissant, extrêmement maléfique, sans qu'il y ait une chose qui ne devrait pas être là, qui est le paladin. Et où qu'il se balade, eh ben, le seigneur liche, le seigneur vampire, le seigneur flagelleur mental, puisqu'il y a une cité entière de flagelleurs mentaux qui vivent dans une espèce de pyramide faite en chair, mais j'ai jamais pu vous amener là-bas parce qu'il fallait être niveau pouf. Oh, les flagelleurs mentaux, c'est... Et donc voilà, mais donc être un paladin, c'est un challenge dans le monde de Ravenloft d'être un paladin. Et Oui. Pour moi, quelque chose qui représente toujours très bien les univers de Donjons et Dragons, ce sont les bestiaires personnels. Vous prenez le bestiaire de Darksun, vous y retrouvez des insectes, des ghouls du désert, des machins comme ça. Ravenloft, j'ai jamais vraiment pu lire le bestiaire parce que j'ai toujours été joueur et que tu voulais pas que je le lise. Mais par exemple, je me souviens que dans le bestiaire, tu as des hobbits vampires. Il y a des hobbits vampires. Tu as les golems de poupées. Les golems de poupées. Ça, je me souviens qu'on a eu une rencontre avec un golem de poupée où tu nous dis, ok, vous voyez une petite poupée qui avance vers vous. Ah on va la combattre. Et genre, cette petite poupée, elle était aussi puissante qu'un groupe de niveau 6 ou 7, quelque chose comme ça. En fait, la petite poupée que je... C'était une aventure que je vous avais concoctée à la Chucky. Ouais. Et vous vous étiez immédiatement douté qu'il y avait un problème avec le jouet du gosse. Et vous aviez prévu, genre, de la balancer un plan à la joueur débutant. Genre, on sait que ce truc est maléfique, on sait que ce truc va se réveiller, donc on tend une corde entre la cheminée et la fenêtre à l'extérieur pour pouvoir se barrer s'il se réveille. On accroche un panier et on fait avancer le truc jusqu'au feu pour qu'il brûle. Évidemment, le jouet maléfique ne voulait pas se laisser faire, mais... Ce qu'il faut bien dire, c'est que c'était un monstre genre de niveau 11, alors que tout le groupe, c'était 4 aventuriers de niveau 3. Tu vois, un truc comme ça. Voilà, c'était super et le truc les a pratiquement fracassés, ils ont dû fuir. Et ils ont fui dans la campagne avec genre un teddy bear qui les suivait en mode... Et ils sont arrivés jusqu'à une colline, et vous avez dû essayer d'attirer le truc pour le pousser en bas de la colline pour être sûr qu'il ne vous attaque pas. Et vous avez quand même eu les points d'XP parce que j'étais gentil. Oui. Oui. Ouais, on a besoin. C'est quelque chose que je n'ai plus vécu depuis très longtemps, parce que c'est vraiment tellement associé à Donjons et Dragons. C'est la soif de on doit le tuer pour avoir les points d'XP. Ouais. Et celui qui lui aura fait le plus de dégâts aura plus de points d'XP. C'était très bizarre. Et on veut essayer de le tuer, mais en prenant le moins de risques possible. Et le déséquilibre dans les montées de niveau, où les magiciens montaient très très lentement de niveau au début, puis ils montaient un petit peu plus vite. Enfin, voilà, et ils devenaient très puissants. Et ils devenaient très vite très puissants. Mais non, très lentement, très puissants. Dans Ravenloft, je pense avoir fait jouer presque tous les scénarios que j'avais, à part... Il y avait un festin de Gobelin, ouais, je me souviens. Le festin de Gobelin reste quand même pour moi un bon scénario qui a duré longtemps. Ouais. Avec et le groupe a eu une évolution intéressante. Je pense au personnage de Mathieu, Arlundar, le voleur, parce qu'il y a eu des hauts et des bas pour les autres. Mais alors Arlundar, le voleur de Mathieu, est quand même le personnage pour lequel j'ai masterisé le plus longtemps à cette époque-là, qui était un voleur, qui est ensuite devenu une espèce d'archer mercenaire, qui s'est fait défigurer par un gobelin qui lui a mangé la face. Ouais. Mais est-ce qu'il a abandonné Arlundar ? Non. Il n'a pas abandonné. Qui, à un moment, s'est retrouvé dans un laboratoire d'un flagelleur mental
qui mélangeait les gens avec des animaux, et il a mélangé ses gènes avec un lion pour devenir un homme lion Ouais. défiguré, voleur, archer, qui ensuite, au tout début de je sais plus quel scénario, est tombé amoureux d'une gitane, avec qui ils ont eu un amour passionné, mais qui l'a mis enceinte, qui a donné naissance à un petit être, un quart lion et trois quarts humain, Et à moitié gitan, et à moitié gitan. voilà. Et c'est plus ou moins à ce moment-là qu'on s'est arrêté. Mais les histoires... Alors, il y avait des histoires de Harlundar, Ouais. et il y avait les histoires de Hugues aussi, qui jouait un elfe noir, ou un oui, demi-elfe Qui a noir. changé oui, voilà. Parce que c'est Qui avait trouvé la fameuse ceinture de changement de le sexe. changement de sexe. En gros, c'était à la grande époque de Bastard, mais je crois qu'on a déjà Bastard, parlé je suis pas sûr qu'on ait jamais parlé de Bastard. du manga Bastard avec Dark Schneider. Et il y avait un personnage qui était une superbe femme demi-elfe noire. Et alors, Avec Hugues... des boobs comme ça, parce que manga. Parce que manga. Et donc, Hugues, qui ne savait jamais très bien ce qu'il voulait, avait fait genre un guerrier demi-elfe noir, mais mâle, parce qu'il trouvait ça cool. Et puis... C'est pour ça qu'il était biclassé, je crois qu'il était guerrier assassin. Guerrier assassin, Quelque un chose truc comme ça. enfin. Et donc à un moment, je leur mets, au nom du fun, l'espèce de ceinture, une fois qu'on la met, on est maudit et on change de sexe. Et donc il devient une femme. Et il était ravi, évidemment, il était ravi de enfin pouvoir redessiner son personnage en super... Bref, Voilà. Respect Women. Mais bon, jusqu'au moment où les autres joueurs ont commencé à lui faire du rentre-dedans, on va dire. Et ça a tourné en Weinstein. Et puis alors, du coup, il commençait à me dire, mais tu pourrais pas mettre une autre ceinture, comme ça je pourrais rechanger de sexe. Et à un moment, oui. il a eu droit à un souhait, et il a pu redevenir C'est homme. juste. Donc, il a transitionné 2 fois. Voilà. Il était un homme qui a voulu devenir une femme, qui a voulu devenir un homme. Voilà, exactement. Voilà. Toi, je ne sais plus ce que tu Alors, jouais. je me souviens de... Le personnage que j'ai joué le plus longtemps, c'était un prêtre gnome. Un prêtre gnome qui était assez bourrin. Je me souviens pas du tout de son nom, je me souviens pas très bien de sa personnalité, mais je crois que c'est le personnage de Donjons et Dragons qui atteint le plus haut niveau, il atteint le niveau 6 ou 7 pour moi. Et alors, je me souviens plus exactement ce que j'ai joué, mais je t'avais dit, ok, bon, le personnage qui a été absorbé par par les brumes de Ravenloft, il vient de Darksun. J'ai joué un personnage qui venait de Darksun. Tout à fait. Et je me souviens plus exactement ce que c'était. Je me demande je crois que c'était quand même un magicien. Je pense. Tu m'avais peut-être emmerdé pour faire un profanateur et je t'avais dit non, c'est un magicien. Non, je voulais jamais jouer les profanateurs. Mais j'avais peut-être demandé de jouer un gladiateur pour bourriniser. En fait, je crois que je t'ai demandé de jouer un gladiateur, tu m'avais dit non parce que c'est trop bourrin. Parce que dans Dark Sun, toutes les races sont super overpower. C'est vrai. Sinon, Mathieu a masterisé Ravenloft. C'est vrai. Et il t'a fait... Parce que l'île du Docteur Moreau, puisqu'il y a une aventure qui est, entre guillemets, l'île du Docteur Moreau, je l'avais, mais je l'avais en anglais. Et à l'époque, parce que donc, jeune maître de jeu que j'étais, je me passionnais quand même fort pour Ravenloft, et j'avais envie de faire une longue... Je voulais que toute ma campagne de Donjons et Dragons se passe dans les brumes de Ravenloft. Et donc... Les scénarios qui étaient sortis en français, il y en avait pour des débutants, pour quand ils arrivent à Ravenloft, et puis directement, boum, c'était une aventure qui se passait pour les aventuriers niveau 4-5, etc. Et donc je m'étais procuré des scénarios qui n'étaient pas sortis en français, qui étaient en anglais. Mais je ne lisais pas très bien l'anglais à l'époque. Et il y avait entre autres l'île du Docteur Moreau, que je n'ai pas joué. Et il y avait un scénario, Les Chiens des Baskerville, qui était trop cool. Ah. Et que... Ça fait envie. Oui, mais hélas, le Lutamat me les a pris. J'ai quelques souvenirs de cette vieille édition de Donjons et Dragons qui n'était pas toujours très bien, je trouve. Moi, ce qui m'a toujours choqué dans les vieux Donjons et Dragons, deuxième édition, etc., c'était que si tu n'es pas voleur, tu n'as pas de caractéristique discrétion. Tu ne peux pas être discret. Si jamais tu dis, je m'approche discrètement d'un truc, soit le maître jeu dit, ok, fais un jet de dextérité, soit tu te dis, t'es pas un voleur, tu peux pas. Tu Voilà. t'es pas fait draguer par une femme dauphin. Alors si, donc il y a eu toute une histoire. Moi, tu n'es pas un gay fish. Il y a eu toute une histoire où pas mal de jeux de rôle de suite
et j'ai eu le même problème. Mon personnage draguait une femme, et je me rendais compte que c'était un monstre. C'est arrivé, Mathieu aimait bien ça. Hein. et il arrêtait pas de me faire ça. Fogia. Voilà, donc ça Fogia. sera quand on parlera d'Exalté un jour, même si on n'a pas Mhm. grand-chose à en dire. Il y a la fameuse histoire de... Fogia. Viens, Fogia. Ah, c'était drôle. Où tous les joueurs et le maître de jeu on était tous aussi bourrés les uns que les On autres. parlera d'Exalté. Mais on un essayait de petit peu. rester Voilà. roleplay et... ça fera une bonne C'est histoire. c'est un autre truc. Mais ici, en effet, nous ne savions pas au début que nous étions dans l'île de Tomorrow. Moi, le pire, c'est que je me souvenais du scénario pour l'avoir lu en anglais, et Mathieu m'avait bien demandé de ne pas Oui. faire chier, et bourré comme j'étais, j'ai pratiquement court-circuité, enfin, spoilé le scénario pour tout le monde dans la première heure et demie. J'en suis pas très fier. Et donc, mon personnage, à un moment, rencontre une des servantes du château du coin et commence à discuter avec elle et créer des liens. Et c'était intéressant, tout ça. Alors, Et- on dit la femme dauphin, faut Mais pas tu imaginer... spoil. Ah pardon, oui, vas-y. Non mais vas-y. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire, en effet, que juste avant qu'on quitte ce petit royaume qui était cette île, elle était là. Oh, moi aussi, je t'aime. Mais je suis un dauphin. Et je disais, quoi? Oui, je suis une femme dauphin, regarde, je vais dans l'eau, plouf. Mais je pense qu'elle était en plus en chaise roulante parce que le bat, c'est une espèce de sirène, non non. Là, Elle crachait de l'eau depuis son front, non non. Là, tu mélanges avec un truc de Cthulhu, avec la femme qui avait des pattes de bouc, je crois. Enfin, Ah, c'est possible. mais C'est peut-être qu'elle possible. avait un trou et qu'elle faisait... et j'étais là, Quand elle squirtait du front. ok... C'est comme Fry dans l'épisode de Futurama où il épouse la femme sirène, enfin la sirène. Oh oui. Et donc c'est un petit peu... tout compte fait, non, j'ai plus Et envie. c'est vrai que tu l'as abandonné, c'était honteux. Oh. Désolé d'être un petit peu superficiel et que le fait que ce soit une femme dauphin m'ait dérangé. Mais sinon, le truc c'est que je peux parler du festin de gobelins, mais du coup je risque de spoiler, Je crois que tu peux y aller. Hein. ce scénario pour beaucoup de gens. Mais Je me m'en souviens plus souviens très bien. pas exactement de l'intrigue en entier parce qu'on l'a joué sur super long, Ouais. sur un bon bout de temps. Je me souviens qu'il y a un moment un boss qui est un magicien qui est dans un squelette géant. C'est une sorcière, c'est une Une sorcière. nécromancienne. Il y avait des trucs, en gros, les aventuriers. C'est l'un des trucs sur lequel j'ai le plus d'anecdotes. Où en gros, il y a une ville où toute la... Bon, là c'est spoiler. Si t'as pas joué au Festin de Gobelins et si tu veux jouer au Festin de Gobelins, t'arrêtes tout de suite et tu passes à un peu plus loin dans la vidéo, genre là. Il y a une ville où toute la noblesse, ce sont pas des loups-garous, ce sont des lupins. Enfin bref, en gros, dans Ravenloft, il y a une espèce de race noble de loups-garous qui sont des loups-garous qui, quand ils se transforment, restent eux-mêmes. Contrôle, ouais. Voilà, dans Donjons et Dragons, un loup-garou, c'est un type qui va faire « Ah non, partez, ou attachez-moi, sinon je vais vous faire du mal !» C'est une Et malédiction. C'est une malédiction, et il devient Encore un que animal. ça dépend les garous. Il devient un animal et il ne se contrôle plus quand il se transforme. Les lupinés ou les lupidés, je ne sais plus, de Ravenloft, ce sont des nobles très... qui, la pleine lune venue, se transforment en des monstres. Et alors c'est ça c'est vraiment l'essence de Ravenloft. Ils restent eux-mêmes. Et en fait, ils sont ces nobles pédants sont les loups. Et donc ils restent eux-mêmes. Et alors là, ils peuvent donner libre cours à leur cannibalisme, à leur cruauté. Et donc ils sont dans cette ville où toute la noblesse sont des loups-garous. Et il y a d'ailleurs toute une scène où ils s'en sont rendus compte, et donc ils se sont tous transformés. Et il y a eu une course-poursuite où vous avez dû vous enfuir, et c'était vraiment, vraiment cool. Et il y a un jeu de pouvoir entre les lupins de telle ville et un seigneur vampire qui, en fait, tout en étant maléfique, et en étant un vampire, se fait passer pour le gentil vampire du coin. Vous n'y avez absolument pas cru. Vous avez démonté son château de haut en bas et de bas en haut. Vous lui avez volé sa couverture. Exactement, ça je me souviens de l'histoire de la couverture. Et il y avait le bouquin. L'histoire du bouquin. Ça on l'a déjà raconté, mais en effet il y avait le magicien du groupe où il avait trouvé un livre de sorts piégés.
il y avait un livre de sorts piégé. Et donc, ou tu racontes Vas-y. Bah, en gros, ils arrivent dans la salle du vampire. Et on se dit, oh, c'est ici qu'on va pouvoir choper tous les bons loots. Et il y a un grand fauteuil avec une belle écharpe sur le fauteuil. Il y a une petite table basse avec un bouquin. Alors je dis, ouh, ça ressemble fort à un livre de sorts. Et je sais plus, genre le magicien, ou c'est toi qui dis, C'était Julien. oh, moi je fonce sur le lit. Et puis alors Julien qui jouait un voleur. Non, il jouait le magicien, c'était lui qui jouait le C'était lui le magicien. Il jouait un nécromancien. Je fonce sur le livre et et donc j'ai déjà raconté cette histoire. Et il dit j'ouvre le livre pour voir ce qu'il y a dedans. Et je lui dis mais ça a l'air vieux, ça résiste. Bah je force. Et en fait c'était un livre piégé qui a explosé, qui a je pense tué son personnage. Il s'est tué, ouais. Il avait pas beaucoup de points de vie. Et je me souviens dire et vous voyez qu'il y a des pages qui volent partout. Et sur chaque page, il est marqué « Je vous ai bien enculé ». Et ça a fait beaucoup rire le groupe, sauf Julien qui a perdu son personnage. Et alors, il y avait la couverture, qui en gros, je leur avais dit c'était un objet magique. On sent bien que le vampire, il a de l'intérêt pour cet objet. Oui, et donc, vous vous êtes fait un plaisir de le prendre sans savoir ce que ça faisait. Pas une couverture de livre, une vraie couverture. Une écharpe. Et en fait, l'effet de cet objet magique, et on le menaçait, à un moment il est tombé dessus, et on était là, on va la brûler, hein, la couverture, on va la brûler, fais gaffe. Et c'était non, une couverture qui avait comme propriété, et là ça va vous paraître mignon, ou je ne sais pas, qui quand un mort-vivant la porte, il ressent de la chaleur. Ce qui est un truc que les morts-vivants ne ressentent. Les morts-vivants vivent dans les limbes de la non-vie. Ils ne ressentent plus l'amour, la chaleur, la douceur, ni rien. Et là, en fait, le vampire, il avait juste une écharpe qui, quand il la mettait, ça lui faisait chaud à son cou. Et les joueurs... Ça lui faisait chaud à son petit cœur. À son petit cœur. Et les joueurs lui avaient piqué et le faisaient chanter avec son... Et ça a marché un certain temps. Et puis après, il s'est quand même fâché. Oui. Et il y a eu une grosse bataille sur les remparts du château où il se téléportait pour essayer de vous péter la gueule, pour récupérer son écharpe. Et vous l'avez quand même tué. Ah ouais? Dans mon souvenir, oui. Bah oui, vous avez... Je sais plus. La plupart du groupe a survécu, puisqu'il y a eu la suite des aventures. Il y avait l'histoire de la pyramide en squelette. Ah, ouh. Ça, c'était un grand moment aussi. T'as beaucoup plus de souvenirs de ça que moi. Ah ben, oui. Un moment, ils doivent aller voir ce qui se passe dans tel endroit parce qu'il y a une nécromancienne qui fait des trucs pas nets. Et en gros, je leur explique, pour rentrer dans le donjon, c'est une pyramide. Et vous voyez que l'entrée, elle est tout en haut de la pyramide. Mais le problème, c'est que c'est des marches, la pyramide. Et sur chaque marche, il y a un squelette qui est assis comme ça. Et je dis, il y a environ 2000 squelettes qui forment la pyramide. Et ils bougent pas. Et ils sont là comme ça. Et alors, les aventuriers me regardent et ils me disent « Mais c'est des morts vivants ou c'est des squelettes ?» Vous voyez, c'est des squelettes, quoi. Si ça se trouve, il y a du fil de fer dedans pour les faire tenir. Qu'est-ce que vous faites pour le vérifier? Et alors là, ils passent en mode paranoïaque. 2500 squelettes. Et ça travaille dans leur tête. C'est pas possible que le maître de jeu ait mis 2500 squelettes contre nous. Mais en même temps, ça pue le piège à plein nez. Alors le demi-elfe noir tirait des flèches sur l'un ou l'autre, et puis c'était des faux squelettes, mais ils avaient quand même peur. Et en fait, c'était tous des faux squelettes, c'était des décors. À la rigueur, il y en avait un ou deux qui pouvaient se relever. Et le boss final, c'était quand même pas mal. C'était la nécromancienne, qui était dans un squelette de géant, qu'elle avait ressuscité, et elle était dans la cage thoracique. Ouais, je me souviens et de ça. Ça a été un combat, il y avait Jean-Yves qui se battait et qui attaquait les pieds du squelette, et ça a été un combat bien épique. Faut avouer. Et voilà. Et il y avait des gobelins. Je sais plus très bien ce que les gobelins venaient foutre là. C'était des espèces de... En fait, en gros, c'était des gobelins. Sauf qu'ils avaient un truc en plus, c'est que s'ils faisaient une réussite critique, ils te bouffaient le visage. Ils mangeaient le visage. Et tu perdais un des 4 points de charisme. Ce qui est arrivé à Mathieu. Et il s'était fait manger la figure. Et puis voilà. Et voilà, je me souviens plus exactement. Je ne me souviens plus de grand chose. Tu as inventé la fameuse auberge de la Jartelle Rouge en Ravenloft. L'auberge de la Jartelle Rouge qui est revenue beaucoup plus tard. Ça revient encore dans le scénario. Voilà, je crois que honnêtement, moi Darkson, j'ai relativement peu de souvenirs, même si on l'a fait pendant longtemps. Et Ravenloft, on n'a pas fait le une tour. dernière anecdote de Ravenloft, c'est que c'était la première fois que je pense que nous avons tenté, et que c'est moi qui l'ai fait en premier, de dire qu'un doppelganger avait pris la place d'un joueur. Et j'avais dit aux joueurs, joue. Et je crois que c'était Mathieu, ouais. qui s'était fait kidnapper par le doppelganger. Et je lui avais dit, écoute maintenant,
tu ne joues Un plus ton personnage. doppelganger. Tu joues un monstre qui a imité ton apparence, qui t'a capturé, et ton but, c'est de tu dois faire en sorte que les autres se mettent en danger. Et plus tu le joueras bien, plus tu auras un bonus d'XP. Et il l'a fait jusqu'à un certain point, où je sentais bien qu'il n'était pas à l'aise, il n'avait pas envie de... Il l'avait bien fait, je pense, il me semble. Il l'a bien fait, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il n'avait pas envie d'être le responsable de la mort. Et donc là, j'ai fait que le doppelganger perdait un petit peu son déguisement. Mais c'était un chouette truc. Autre détail dont je me souviens, c'est un moment où on se retrouve face à des ombres. On est attaqué par des ombres. Mhm. Et je me souviens d'une chose qui était très intéressante que tu nous as dit. On est là, oui, bah, les ombres, mais je l'attaque. Et tu as posé une question que je trouvais très pertinente, c'est, vous attaquez quoi, vous tapez sur le mur, là où est l'ombre, ou est-ce que vous attaquez l'endroit où il y aurait une créature qui projetterait cette ombre. Cette ombre, ouais. Et il fallait taper le mur. Il fallait tuer l'ombre en elle-même. Voilà. Mais il y avait aussi... je vous avais balancé dans un donjon que j'avais mal préparé et où il y avait des fantômes d'araignées. et en gros, c'était des araignées spectres, en gros. Et alors, j'aurais expliqué, oui, vous voyez des grosses araignées fluo. Et il y avait Franck qui jouait à l'époque et qui dit ça a l'air quand même bizarre, j'essaye de la toucher avec mon épée. Et je lui dis, tu vois que ça passe à travers. Et il m'a vraiment regardé en faisant ah. Il faut avoir une arme plus 1. Et il y avait des armes plus 1 qui étaient planquées là-dedans. Et donc je me suis dit, ok, je vais pas faire attaquer les araignées tout de suite. Donjons et Dragons, voilà. Ça reste quand même un monument. C'est une base. Donjons et Dragons et son dernier rejeton, Pathfinder. Et Donjons et Dragons 5e édition. C'est vrai. Qu'on testera peut-être prochainement. À voir. Mais... Sur ça, moi j'ai un peu vidé mon sac. Pareil. C'est vieux. Il reste quand même peu de quelques anecdotes éparses. Nous sommes vieux, Gélus. Eh oui. Mais oui, ADD2, drôle d'époque. Jeu de rôle qui a quand même pas mal vieilli, mais les univers étaient chouettes et il y aurait moyen de les refaire. Je sais pas très bien si ces univers ont été réédités avec les éditions plus récentes. Je n'en sais rien. Compte sur Wizard of the Coast pour toujours se faire du pognon avec des trucs qui ne doivent pas exister. Et je compte sur vous pour mettre dans les commentaires si vous savez s'il existe Dark Sun 4e, 5e édition ou 3.5 plutôt. Et bien sur ce, chers amis, on vous dit à la prochaine. Bye.